À tous, une nouvelle réunion du club ECMOPédia. Donc, on continue dans les réunions à distance parce que pour l'instant, on n'a pas le moyen de faire autrement, mais on a essayé de maintenir le rythme depuis le début de l'épidémie. Donc, on a assuré de la présence du club ECMO. Je pense que c'est pas mal pour tout le monde. Et puis, aujourd'hui, certes, on va parler de cannulation, mais on est en train de préparer un congrès présentiel fin novembre à Bordeaux et je pense que tout le monde aura le plaisir de pouvoir se retrouver en présentiel. À Bordeaux, évidemment, ça sera avec un verre, ça sera assez sympa et on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée de ce projet. Si les uns les autres, vous avez des idées de communication, des sujets que vous aimeriez voir traités, n'hésitez pas, vous nous contactez. On va faire avancer ça. Nadir Tafer, ça me dit quelque chose, hein, Nadir Tafer. Donc, on va commencer aujourd'hui. Ça va être tout centré sur la cannulation et la décannulation. Et donc, je vais laisser la parole à Pierre Bourgoin et Pierre-Louis Léger, qui sont les modérateurs pour aujourd'hui. Salut Nadir. Et, et donc, messieurs, c'est le plaisir de vous retrouver et de vous écouter. Bon courage. Merci Philippe, merci pour cette organisation de ce deuxième webinaire et merci pour l'invitation de modérer cette session avec Pierre. C'est toujours un plaisir de participer à ces conférences et webinaires avec des sujets qui sont toujours passionnants. Et j'espère qu'il y aura plein de questions sur cette thématique qui est fondamentale, qui est la cannulation, les modalités, avec des intervenants qui vont nous parler de leurs expériences respectives. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On essaiera de relayer au fur et à mesure à la fin de chaque intervention. Peut-être qu'on fera les questions après les deux premières interventions. Alors, je ne sais pas si Éric Hervieux, qui Ça y devait, est, il est là, je viens de l'admettre. voilà, qui devait engager les choses, arrive. Éric Hervieux, donc, qui est chirurgien à Trousseau, qui est référent sur la partie ECMO dans le service, qui a été presque au démarrage de l'ECMO et qui fait beaucoup de cannulation en UMAC également. Et donc, merci Eric d'avoir accepté l'invitation pour nous parler de la cannulation. Si tu arrives à te connecter. Donc, il va nous parler de la cannulation percutanée en pédiatrie, peut-être un petit peu de la cannulation chirurgicale et puis des différences entre les modalités et ce qu'on peut envisager comme voie de cannulation en fonction des différents âges. Voilà, Eric, je te laisse la parole. Et si tu veux bien, bonjour Eric, si tu veux bien partager ton écran. Ah, on ne t'entend pas Eric, il faut que tu connectes ton micro. Bon, on voit que tu t'actives, c'est déjà ça, donc on pense que ça va arriver. Tu nous entends? Oui, mais on voit que ton micro n'est pas activé. Est-ce que Voilà, ça ça y marche? est, c'est bon, c'est Vous parfait. m'entendez? Oui, c'est Super, très parfait. bien. Bonjour, merci beaucoup Pierre-Louis de m'avoir demandé de parler de ce sujet. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Pas encore, alors pourquoi? Partager l'écran. Et tu sélectionnes ta Tu présentation ouverte la ouverte derrière. présentation? Oui, elle est ouverte. Ah, tu as l'accès au partage d'écran? Alors, je vais regarder tout de suite. Non, pourquoi est-ce qu'il écran entier peut-être? Tu dois avoir une petite… Oui. Ça y est, t'es Ah, parti ça là, c'est arrive. bon, C'est tu vas y bon? arriver. Ok, Bravo. super. Bon, merci beaucoup. Génial, plein écran, c'est parti. Tu peux le mettre Parfait. en plein écran? C'est Parfait. ça, parfait. Super, merci beaucoup de m'avoir proposé de parler de ce sujet. Je m'appelle Eric Hervieux, je suis chirurgien pédiatrique à Trousseau, du coup je m'occupe effectivement pas mal d'ECMO. Alors en introduction quand même, quand on regarde un peu ce qui se fait dans la littérature et et puis même ce qui se faisait dans le service jusqu'à ce qui se fait encore beaucoup dans le service, la cannulation pédiatrique elle est encore très chirurgicale. Avec une grande variabilité selon les centres et puis aussi selon les opérateurs au sein des mêmes centres quand on regarde un peu ce qui se fait. Alors c'est lié à plein de choses, notamment il y a des dogmes qui restent, hein, que les vaisseaux fémoraux sont trop petits pour pouvoir le faire ou que
il y a des habitudes aussi, des pratiques qui sont rentrées un peu dans les mœurs. Et puis, il y avait des limites techniques pendant assez longtemps. Pour l'exemple, à Trousseau, par exemple, quand je suis arrivé dans le service il y a 4 ans, moi, je n'avais jamais fait d'ECMO avant. Et les chirurgiens qui faisaient de l'ECMO ici considéraient que c'était toujours chirurgical, jamais de percutané, même pour les véno-veineuses. Alors, ils étaient un peu poussés par nos réanimateurs, hein, bien sûr, qui essayaient de les faire évoluer, mais c'était un dogme, c'était comme ça, on faisait pas du tout de chirurgical. Et puis, les pratiques évoluaient beaucoup autour, les réanimateurs poussaient pas mal, et puis en se renseignant, en lisant un peu ce qui se faisait autour, on a progressivement évolué dans le service. Donc finalement, c'est un bon exemple un peu de l'évolution des pratiques. Quand on regarde un petit mot chez l'adulte, assez rapide, mais je sais qu'il y a un sujet dessus après, mais juste un petit mot, quand on voit ce qui se fait dans la littérature chez les adultes et puis dans les pratiques, en ECMO véno-veineuse, bon, globalement, depuis maintenant un certain temps, l'ECMO véno-veineuse est clairement réalisé en percutané chez l'adulte, en majorité des cas, depuis maintenant un certain moment. Et alors en ECMO véno-artériel, je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ECMO et que j'ai commencé à lire ce qui avait été écrit dessus, c'était encore marqué que l'ECMO percutané était associé à plus de risques, éventuellement de dissection lors de la cannulation, de choses comme ça. Mais finalement, les mêmes équipes qui marquaient ça, quelques années plus tard, marquent qu'il faut favoriser l'ECMO percutané en véno-artériel, en fémoral. Mais ce sera sûrement redit plus tard, mais par exemple dans cette étude de la Pitié, un net bénéfice en termes d'infection sur les sites de cannulation, au prix toujours d'une petite surmorbidité vasculaire, notamment à la décannulation. Mais pour eux, clairement, le rapport bénéfice-risque est en faveur de favoriser le percutané pour les ECMO véno-artériels, en tout cas hors arrêt cardiaque. Quand on regarde un peu en pédiatrie, c'est un peu différent. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'études hyper précises qui comparent l'ECMO percutané versus l'ECMO open. Alors, en recherchant l'ECMO percutané en véno-veineuse, en tout cas, elle a commencé il y a plus longtemps. On trouve des papiers qui sont relativement assez anciens, une série d'ECMO percutané véno-veineuse. Par exemple, ce papier-là de 2000 de l'équipe de Follet, qui décrivait toute une série de cas qui avaient été faits alors, en ECMO véno-veineuse avec une équipe chirurgicale au cas où, en backup s'il y avait besoin. Et chez des patients qui étaient globalement, là, j'ai pas les chiffres là, mais qui étaient globalement assez grands. C'était pas des nouveau-nés en tout cas. Et il décrivait clairement que c'était du coup faisable au prix d'un peu de complications, mais très peu finalement, de quelques complications vasculaires, de trauma des vaisseaux lors de la cannulation. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient toujours une équipe de chirurgiens en backup qui leur permettait à la fois de cannuler quand ils n'y arrivaient pas, mais c'était assez rare, et de pouvoir intervenir en cas de complications. Là, l'étude que je vous ai montrée, qui est à la fois une étude adulte-enfant, on voit que les cannulations percutanées en pédiatrie, elles existent également. Alors, chez les tout petits, dans cette série-là, c'est principalement des cannulations avec des canules type à ballon, double lumière. Chez les plus grands, c'est des cannulations véno-veineuses plus standards, sans trop de différence chez l'adulte. Ça, c'est quand même assez rentré dans les pratiques. Quand on regarde l'ECMO véno-artériel, c'est très différent. Là, c'est une étude qui est une étude des pratiques réalisées. C'est un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des chirurgiens pédiatres de l'Association américaine des chirurgiens pédiatres, et puis il a été envoyé aussi à des chirurgiens cardiaques pédiatriques, pardon. Et pour voir un peu ce qui se faisait en termes de cannulation véno-artérielle chez l'enfant aux États-Unis. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que, par exemple, sur cette question-là, pour un enfant de 7 ans, quelle préférence vous avez pour cannuler en artériel? 63% des chirurgiens américains répondent qu'ils préfèrent cannuler en cervical et donc en technique chirurgicale, et qui privilégient vraiment cet abord-là par rapport à seulement 22% qui vont utiliser une technique percutanée fémorale et un peu moins de 10% qui feront une technique fémorale mais open. Et ce qui rentre beaucoup en ligne de compte pour leur choix, c'est l'âge, le poids, et certains, presque un tiers des chirurgiens américains, un tout petit peu moins d'un tiers, disent qu'ils cannuleront de toute façon en cervical, sauf s'ils n'ont pas le choix. Donc finalement, c'est pour l'ECMO véno-artériel en pédiatrie, même chez des enfants assez grands, 7 ans finalement c'est quand même assez grand,
Mais c'est récent, en 2018, cette étude. L'ECMO percutané n'est pas du tout favorisé. Une autre étude cette fois-ci, de 2018 également, qui montre l'évolution de l'ECMO percutané par rapport à l'ECMO chirurgical, véno-artériel comme véno-veineuse. Là, c'est tout ECMO confondu sur ce graphique. Et on voit que finalement, c'est tiré du registre ELSO. Et on voit finalement que même si ça a augmenté depuis l'année 2007, les ECMO véno-veineuses, véno-veineuses ou véno-artérielles percutanées représentent entre 20 et 30% d'ECMO aujourd'hui, qui reste encore entre 70 et 80% d'ECMO chirurgical chez l'enfant. Alors même si par contre on voit qu'effectivement ça augmente un peu au fur et à mesure des dernières années, que ça commence à se répandre de plus en plus. C'est la même étude, et on a l'impression que cette augmentation, ce qui montre que cette augmentation, elle se fait surtout en faveur de l'ECMO véno-veineuse, qui se répand de plus en plus en percutané. Ce qui m'a intéressé dans ce tableau que je vous montre là, sur l'ECMO, enfin c'est une question qui est ouverte pour nous, en tout cas à Trousseau, sur ce tableau, sur la comparaison des groupes entre ECMO percutané versus ECMO chirurgical, c'est que finalement, dans les sites d'insertion des canules, même en ECMO percutané, il y a quand même, sur toutes les ECMO percutanées, il y a 7% de cannulation carotidienne. Et ça m'a pas mal intéressé parce que, bon, d'abord, nous, on n'a pas du tout l'expérience en carotidien, effectivement, on canule en chirurgical. Et quand on regarde dans la littérature, j'ai rien trouvé comme papier qui rapporte spécifiquement, qui décrit les cannulations carotidiennes, percutanées, voire même en open cell linear. Tout ce que j'ai trouvé comme papier sur les types de cannulations carotidiens pour l'instant, c'est des cannulations chirurgicales classiques, quoi. Voilà. Donc après, on voit qu'il y a quand même effectivement beaucoup plus de cannulations chirurgicales que de cannulations percutanées. Et bien sûr, ça change en fonction des types d'accès et de l'âge des patients. Dans cette étude, ils se sont intéressés, donc ils ont comparé les techniques avec des patients, et ils ont comparé notamment tous les patients sous ECMO, et puis après uniquement les patients en ECMO véno-veineuse. Et ils ont comparé notamment les complications. Alors, si ça s'intéresse surtout aux complications en ECMO véno-veineuse, qui a été le principal groupe, c'est un peu plus homogène. Ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait plus de complications, que ce soit mécaniques, enfin type embol, clots, ou problème de canule, ou saignement sur les sites d'insertion dans le groupe chirurgical open, que dans le groupe percutané. Pour les ECMO véno-veineuses. Pour les ECMO, tout ECMO confondu, ils retrouvaient surtout le problème d'embol et moins les autres problèmes. Donc ils ont quand même l'impression, enfin ce qu'ils montrent dans cette étude, c'est quand même qu'il y a a priori moins de complications en ECMO véno-veineuse pour les ECMO percutanés. Et qui ne sont pas uniquement les complications liées à la cannulation elle-même. Un point que je voulais soulever un peu avec cet article, c'est qu'il y avait deux choses. La première chose, c'est que cet article, il décrive l'article de Gleason dans le JPS de 2020. Ils décrivent une approche multidisciplinaire de la cannulation percutanée véno-artérielle chez l'enfant. Et donc, eux, ils cannulent avec une équipe à la fois chirurgicale et de réanimateurs, à la fois pour les réanimateurs, pour l'expérience de la ponction des vaisseaux, et puis les chirurgiens pour avoir l'expérience de l'abord. L'autre chose que je voulais aborder avec cet article, c'est que c'est le problème de la décannulation, c'est-à-dire que le fait de cannuler en percutané, en ECMO véno-veineuse sur la décannulation, ça va faciliter la décannulation, ce qui est très bien décrit dans les différentes études précédentes, c'est que quand on décannule après percutané, finalement on fait un point sur la peau, on comprime une quinzaine de minutes et ça se passe le plus souvent bien comme ça. En ECMO véno-artériel, c'est un peu différent et ça change probablement un peu la donne en pédiatrie. C'est-à-dire qu'il va falloir, dans la majeure partie des cas, soit réaborder pour contrôler les vaisseaux, soit utiliser des mécanismes de fermeture percutanée ou de compression, dont en tout cas moi, j'en ai pas du tout l'expérience en pédiatrie. Et comme ces ECMO-là, pour l'instant, sont plus rares pour nous que les ECMO cervicales,
se pose la question, il se pose la question de devoir réaborder systématiquement de toute façon ces ECMO. Donc le bénéfice de mettre une ECMO percutanée véno-artérielle avec un peu plus de risque vasculaire et un peu plus de risque à la décannulation se pose un peu plus. En ECMO véno-veineuse, à l'inverse, le bénéfice, clairement, le problème ne se pose pas pour la décannulation. Du coup, à Trousseau, en pratique, sur notre pratique courante, ce que je vous disais, il y a quelques années, on cannulait tout en chirurgical et maintenant, on a complètement changé sur ces dernières années notre pratique. En ECMO véno-veineuse, on a d'abord cannulé tous les patients de plus de 5, quasiment de plus de 5-10 kg en percutané. Puis dès qu'on a eu le matériel avec des canules plus petites, parce qu'on était aussi limité à un moment par les tailles des canules percutanées, mais dès qu'on a eu le matériel, maintenant, on cannule en véno-veineux quasi exclusivement en première intention en percutané. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça avec une approche multidisciplinaire. On essaie de s'astreindre à ça, un réanimateur, un chirurgien. Encore une fois, les réanimateurs ont l'habitude, piquent très bien, mieux que nous. Mais l'avantage, c'est qu'on a une connaissance de l'anatomie qui est un peu différente quand même, des repères qui sont un peu particuliers, et puis la possibilité d'intervenir tout de suite si ça va pas, et notamment pour les vaisseaux les plus petits. Donc on pique sous contrôle écho, on vérifie toujours la taille des vaisseaux avant, et on fait ça en double équipe systématiquement maintenant. Et donc on cannule en véno-veineuse tous les enfants en percutané maintenant, sauf complications ou échec. Pour l'ECMO véno-artériel, on a évolué, mais on est resté quand même beaucoup sur du chirurgical. En dessous de 20 kg, au départ on avait en dessous de 25, puis on vient de réévoluer là, à 20 kg. En dessous de 20 kg, on reste en cannulation carotidienne, et du coup pour l'instant on est en cannulation chirurgicale. Encore une fois, je n'ai pas trouvé, mais peut-être que des gens je suis tout à fait ouvert pour en discuter, mais je n'ai pas trouvé de description de cannulation carotidienne percutanée. Au-dessus de 20 kg, on part sur une cannulation fémorale, et du coup, on utilise majoritairement une technique d'open Seldinger. D'abord parce que c'est souvent des patients, chez nous, c'est des patients, on en a moins des patients de ce poids-là. Quand on en a, c'est souvent des patients qui nous sont transférés pour arrêt cardiaque. Et du coup, on a dit qu'on privilégiait pas le percutané pour ces patients-là. Et puis, les quelques patients stables, on a fait une ou deux fois des cannulations percutanées, mais c'est posé le problème de la décannulation ensuite, de devoir aborder de toute façon, d'aborder pour mettre un shunt de reperfusion. Et finalement, c'est là où je trouvais la discussion intéressante avec ce qui a été vu en pratique adulte. Et on pourra peut-être en parler après la présentation suivante, mais c'est que le bénéfice infectieux pour nous, en réanimation, Pierre-Louis corrigera s'il n'est pas d'accord, mais on a l'impression qu'on n'a pas énormément d'infections de sites de canule, autre chose comme ça, alors que ça a l'air d'être un problème assez prépondérant dans la cohorte d'adultes qui est rapportée. Et à l'inverse, du coup, prendre un risque vasculaire pour réduire un risque infectieux qu'on a peu, ça nous semblait pour l'instant pas justifié. Peut-être qu'on évoluera sur cette position-là. Donc voilà, pour l'instant à Trousseau, on est en chirurgical ou en open Seldinger en véno-artériel. Voilà, en conclusion, du coup, il y a eu une grosse évolution ces dernières années. Il y a plein de choses qui évoluent. Après, il y a encore beaucoup d'équipes qui font beaucoup de chirurgical, quoi qu'il arrive. Chez l'adulte, il y a un abord percutané qui est privilégié, mais ce que je vous ai dit, peut-être que la problématique est peut-être un peu différente. Alors chez l'enfant, on a l'impression que non, que c'est il y a le même bénéfice, et qu'il n'y a pas plus de complications de passer aux cannulations percutanées. Et pour les cannulations artérielles, voilà, ce rapport bénéfice-risque à discuter. Et après, de voir si cette technique est également faisable ou pas pour les carotides, mais ça, j'en ai aucune expérience. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à parler. Merci Eric pour ta présentation et cette overview sur la cannulation chez l'enfant. Est-ce que, je ne sais pas, je n'ai pas vu de questions pour l'instant sur le chat. Philippe, tu me dis si tu en as. Si tu en Non, vois. pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse les questions au fur et à mesure, Pierre, ou on enchaîne avec Dr Fleischer? Peut-être on peut enchaîner parce que... Comme ça, on fera les questions groupées. Ouais. Ça permet aux gens qui sont présents là et qui nous écoutent de commencer à se réveiller, de commencer à poser des questions.